Professeur Kherdine Chitibi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service urologie au niveau du CHU d'Annaba. Oui. C'est un plaisir, professeur. Plaisir partagé. Professeur, le mois de novembre, un mois dédié à la lutte et à la sensibilisation contre le cancer de la prostate. Oui, effectivement. Professeur, le cancer de la prostate, il prend de l'ampleur dans notre société et il touche l'homme. Professeur, d'abord, qu'est-ce qu'un cancer de la prostate? Oui, je pense que votre question, elle est pertinente dans le sens où on va évoquer un cancer vedette. Parce que c'est un cancer qui est très fréquent et c'est un cancer, ce n'est pas pour choquer les gens, mais il est mortel. Parce qu'on ne le prend pas en charge à un moment donné et à tout. Parfait. Professeur, quelle est la prévalence de ce cancer dans notre société? Tout simplement, et malheureusement, il représente le premier cancer urologique de l'homme. Et en Algérie, il occupe la 4e place après le cancer du sein, le cancer du côlon. Et là, c'est quelque chose qui pose un vrai problème de santé publique. Et ça impose tout l'intérêt qu'on doit lui accorder pour pouvoir le gérer d'une manière assez rationnelle. Professeur Chetibi, c'est à partir de quel âge on doit s'inquiéter, on doit faire attention? À partir de quel âge l'homme commence à être touché par commence à avoir des problèmes de prostate? Ça a été scientifiquement prouvé parce que aujourd'hui, dans les recommandations internationales, on recommande de faire le diagnostic à partir de 50 ans. Majoritairement, c'est ça, mais exceptionnellement, chez des familles qui sont porteurs de cancer de prostate chez l'homme, de cancer du sein chez la femme, là, donc, il faut vraiment le faire avant 50 ans, avant 45 ans, avant même donc 40 ans. Parce que là, on est face à un cancer qui est prévisible, qui se manifeste d'une manière plus précoce et qui est, dans la majorité des cas, plus agressive. C'est toute la particularité de cette notion d'âge. Parfait. Professeur, finalement, c'est un organe noble. La prostate. Oui. Vous allez nous montrer? Oui. Nous, on le définit comme un organe sexuel secondaire. Il est très déterminant pour la fertilité de l'homme. Mais le plus important, c'est que à travers cet organe passe le canal des urines. Donc, tout changement dans la morphologie, dans le fonctionnement de cet organe va retentir d'une manière directe ou indirecte sur la qualité de la miction. Et sur le plan donc de la fertilité, c'est aussi un organe où va couler aussi les spermatozoïdes, le liquide séminal. Et donc, il est déterminant pour la fertilité. Donc, on peut imaginer simplement et rapidement à quel point la pathologie, le trouble du fonctionnement de cet organe peut altérer déjà la miction comme fonction noble et la fertilité aussi comme fonction noble. C'est un organe bien confiné dans le pelvis, il pèse 20-25 grammes et il est situé directement sur la vessie, ce qui explique aussi que toute augmentation dans le volume va retentir sur la fonction de la vessie, sur la fonction donc de la miction. Et ça chamboule la vie de l'homme. Par rapport à la qualité. Dès qu'il y a des problèmes, oui, qualité de vie. Oui, par rapport à la qualité de vie. D'ailleurs, toute la hantise, toute l'hésitation, toute l'inquiétude de nos patients se focalise par rapport à ça. Est-ce que ma sexualité va être aussi normale qu'avant? Est-ce que ma miction va pas être touchée? Logiquement, ce sont les deux éléments majeurs sur lesquels on doit agir avec beaucoup de précautions pour les préserver autant que faire se peut, pour que cette qualité de vie soit préservée. Il y a un impact malheureusement sur... Oui, tout à fait, tout à fait. Mais oui. tout le défi, toute l'excellence dans la prise en charge et la pertinence et l'efficacité, donc elle doit essayer de préserver ces deux fonctions et préserver par conséquent la qualité de vie de ces hommes. Parfait. Professeur Chetibi, quels sont les premiers symptômes du cancer de la prostate? Oui. Alors, les symptômes ne sont pas spécifiques au cancer de la prostate, mais ça oriente vers le cancer de la prostate. Parce qu'on peut les trouver en pathologie bénigne aussi. Le malade, par exemple, peut avoir des difficultés à uriner, peut avoir de la sensation de brûlure, peut se réveiller beaucoup la nuit. Ça s'appelle la pollakiurie, médicalement parlant. Il peut aussi avoir une envie d'uriner d'une manière assez répétée.
Il peut avoir des douleurs au niveau du pelvis parce que la prostate, elle est inflammée, elle est malade. Et on peut avoir des symptômes qui sont complètement distants et loin de la prostate et de la vessie. C'est des douleurs au niveau de l'os. Mais malheureusement, à cette étape-là, c'est que le cancer est parti ailleurs. Et là, on est dans une étape critique de la maladie. C'est la chose Stade à avancé. laquelle... Oui, tout à fait, parce que on a des douleurs. C'est un cancer qui aime beaucoup l'os. Donc, on appelle ça donc un cancer ostiophile. Ce sont donc des signes annonciateurs. C'est des signes annonciateurs pour le clinicien averti, surtout dans la tranche d'âge dont on a parlé tout à l'heure, 50 ans, 45 ans, 40 ans, pour les gens qui ont des antécédents familiaux de cancer. Donc, il faut donc vraiment aller prouver qu'il ne s'agit pas, ou bien il s'agit d'un cancer de la prostate qui explique ces symptômes. Donc, professeur Chetebi, dès qu'on a ces symptômes, il faut agir, vite consulter. Bien sûr. Si on a un praticien et à leur tête, qui est donc le maillon fort de tout système de soins, le système de santé qui est le médecin généraliste, si on l'a bien formé, si on l'a bien averti et on l'a mis dans la chaîne de cette prise en charge, je pense qu'on va gagner beaucoup parce que il va être conscient de cette situation, symptômes urinaires, je suis un sujet de 50 ans, il faut prouver coûte que coûte qu'il n'y a pas ou il y a un cancer de prostate. Et ça, c'est l'étape clé d'une bonne prise en charge et d'un bon comportement, d'un bon clinicien, c'est bien informer, sensibiliser le patient. C'est un rôle primordial de tout médecin généraliste bien formé, bien averti. Parfait. Professeur, parlons des facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque du cancer de la prostate? Oui, si on doit retenir des facteurs de risque, tel qu'il a été rapporté par toutes les études et prouvé même donc par ces études-là, on peut déjà considérer l'âge comme un facteur de risque. Plus qu'on avance dans l'âge, plus qu'on peut avoir un cancer de la prostate. On va dire la race, il a été aussi démontré que la race noire fait plus de cancers de prostate que d'autres. Et le contexte familial, ça on doit toujours insister. La génétique, vous voulez dire? On va dire la génétique, oui. Parce qu'aujourd'hui on s'intéresse beaucoup à cet aspect génétique. C'est ce qui nous ramène aussi vers ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée. C'est-à-dire celui qui a donc des facteurs génétiques qui vont favoriser le développement donc d'un tel ou tel cancer, je pense que c'est des malades qu'on doit diagnostiquer avant, d'autres manières pour prouver que génétiquement donc s'il y est, et certainement le traitement il est différent, et il est différent le traitement. On ne les traite pas de la même manière. Parce que généralement, c'est des cancers plus agressifs et c'est des cancers potentiellement qui ne répondent pas au traitement conventionnel. Donc, on va les traiter à part. C'est même donc la définition et le domaine de la médecine de précision ou médecine personnalisée. Parfait. D'autres facteurs de risque, professeur? Les autres facteurs de risque, on a beaucoup parlé de l'alimentation, on a parlé des facteurs toxiques. Ça, c'est toujours à l'étude, mais c'est toujours donc bien prouvé dans le contexte de certains patients. Le tabac, l'abus du tabac, l'abus de l'alcool, l'abus des graisses animales, le mode de vie, le stress. Le stress. Qui peut donc désorganiser tout le fonctionnement des cellules normales. Lorsqu'on a ce stress, ce ressenti dans notre mental, donc il retentit et sur les organes, prouvé sur le fonctionnement de la cellule qui peut échapper au contrôle d'organisme. C'est celle-ci la cellule maligne, c'est celle-ci la cellule cancéreuse. Le stress, donc, ouais. tue, il détruit le corps humain. Et il réveille des cancers qui sont dormants. Ah, il réveille des cancers. Ouais. Et les réveille, il les booste même. Voilà. Parfait. Professeur Chetebi, maintenant, parlons du traitement. Le traitement, comment agir devant devant un cas de cancer de la prostate. La première étape, parlez-nous de ces étapes, des différentes étapes de traitement. Ouais. Si vous permettez, avant d'aller à l'étape du traitement, j'aimerais bien aussi rassurer les gens pour dire que le diagnostic il est simple. Si on veut aller faire un diagnostic du cancer de la prostate, ça s'appuie sur 2 éléments pour passer donc à la biopsie. C'est très très simple parce qu'on va faire un dosage d'un élément donc biologique produit par la prostate qu'on appelle le PSA. C'est l'antigène spécifique de la prostate. C'est un dosage simple de la prostate, du PSA à travers un prélèvement sanguin. Ça prend un quart d'heure à 20 minutes pour avoir donc des résultats maintenant sur des automates disponibles.
Ensuite, il y a le toucher rectal. Toucher rectal, entre des mains entraînées, il peut donc prouver et ne pas prouver, c'est-à-dire que ce soit dans le sens négatif, dans le sens positif du diagnostic, qu'il y a ou n'y a pas un cancer, dans parfois 80% des cas, grâce au toucher rectal. Parce qu'il se trouve que ce cancer se développe d'une manière dominante sur la partie périphérique de la prostate, la partie accessible à travers donc le rectum. Donc c'est à partir de ce doigt-là qu'on peut donc évoquer déjà, ou on va dire simplifier les choses et dire que probablement il n'existe pas un cancer de prostate en faisant donc un toucher rectal. Parfait. Voilà. Parfait. Et à partir de là, on va dire il y a ou il n'y a pas indication d'une biopsie de la prostate. La biopsie, donc, elle va prouver histologiquement, c'est sous le verdict, on va dire, du microscope, et on va dire il n'y a pas un cancer. À cette étape-là, on est vraiment plus orienté encore. Parce qu'on ne va pas parler d'un seul cancer de prostate, mais on va parler de plusieurs cancers de la prostate. Je m'explique. À cette étape-là du diagnostic histopathologique, diagnostic anapathe, on va dire, est-ce qu'on est face à un cancer qui est gentil ou un cancer qui est agressif. Donc, tout l'intérêt du dépistage, c'est de détecter les cancers agressifs. Sur le plan thérapeutique, maintenant, et je reviens vite sur ce volet, une fois qu'on arrive à démystifier cette problématique du gentil au plus agressif, dans le traitement, l'éventail il est très très large. C'est en fonction de l'étape de ce diagnostic. On peut trouver des cancers très gentils, on n'aura pas besoin de les traiter, juste de les surveiller. Et ça s'appelle une surveillance active. D'accord. Et elle est équivalente, ça a été prouvé aussi, elle est équivalente au traitement actif. C'est-à-dire, au lieu d'aller faire une radiothérapie, d'enlever une prostate, on obtient le même résultat si on surveille sur 20 ans et 25 ans. C'est quelque chose de formidable. Parfait. Si on est face à un cancer qui est agressif, donc on a une lecture pronostique, on sait qu'il va évoluer, on sait si on ne va pas le traiter, il va tuer dans 5 ans, dans 15 ans. Il va se propager. Et le malade, il est plus jeune. Donc il a on va dire, une espérance de vie supérieure à 10 ans, comme il est arrêté dans les normes, on va dire, des recommandations. Et à ce moment-là, on propose au malade un traitement dit actif et un traitement qui est curateur. Et il y a donc la radiothérapie, il y a de la chirurgie, l'ablation de la prostate. On peut associer les deux et ça s'appelle un traitement multimodal. À un moment donné de l'histoire dans la prise en charge du cancer de la prostate, on peut traiter d'une seule manière. Mais aujourd'hui, on a bien prouvé, dans certains cas très agressifs, qu'on associe plusieurs traitements. Ça s'appelle, dans le langage médical, dans l'approche thérapeutique stratégique efficace d'aujourd'hui, un traitement multimodal. C'est-à-dire que ce cancer qui tuait avant, qui est plus agressif, on le rend moins agressif en associant la chirurgie, à l'hormonothérapie, à la chimiothérapie, à la radiothérapie. Et ça, c'est possible. Mais ce ne sont pas tous les malades qui doivent être traités de la même manière. De la même manière. Un élément très important aujourd'hui sur lequel il faut bien insister. Aucun dossier, logiquement, si on veut être pertinent et efficient dans la prise en charge d'un cancer de prostate, ne doit pas être discuté en individuel avec le seul médecin traitant. Donc il faut vraiment le mettre dans le cadre d'une réunion de concertation multidisciplinaire. Et c'est là où on va élaborer les meilleures et on va fabriquer les meilleures décisions. Et le patient, le large public, doit être exigeant. Monsieur, le docteur, vous êtes mon médecin traitant, je ne vous permets pas de prendre la décision seul pour moi. Allez-y, discutez mon dossier et donnez-moi la meilleure option. Et à cette étape-là, le malade, déontologiquement parlant, éthiquement parlant, a le droit de choisir. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'une décision partagée. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre la décision pour le malade. Ça, c'était le temps passé. C'était jadis. On parlait de médecine paternaliste. Aujourd'hui, c'est la médecine individuelle. C'est multidisciplinaire. Oui, dans le cas du cancer de la prostate, il est très très présent ce concept-là de décision partagée. Parfait. Alors, professeur, pour terminer, un message aux citoyens. Le citoyen aujourd'hui, il est plus conscient. Moi, je suis très ravi et je suis très confiant aussi parce qu'il connaît bien les choses, il est bien instruit. Le citoyen algérien, il est devenu plus exigeant. Tant mieux pour nous, tant mieux pour lui, parce qu'on va certainement lui offrir la meilleure option. Et dans la communication avec le patient, c'est un concept de bonne qualité de prise en charge d'un patient. Il faut communiquer, il faut lui donner le temps, il faut lui dire toute la vérité avec toutes les preuves,
qui peuvent orienter vers le meilleur choix. Prendre le temps, bien expliquer, vulgariser, c'est une exigence qui doit être satisfaite pour le patient et doit être satisfaite par l'équipe qui le traite, l'équipe multidisciplinaire. Même s'il y a un seul interlocuteur qui est généralement le médecin traitant. Faites-vous dépister? Moi-même, Non, un message à la population. ben oui, ben c'est un message très très fort. Oui. C'est simple, c'est bénéfique, ça peut changer toute votre vie, ça peut vous faire éviter une mort qui était programmée. Merci beaucoup, professeur. C'est moi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes chef de service d'urologie au niveau du CHU d'Annaba. Merci beaucoup, professeur. C'est moi, merci.